Je suis co-directrice de l'Observatoire des sédiments du Rhône et je vais prendre un tout petit exemple pour illustrer le propos du type de métier que je fais en partant de l'exemple de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Comment on prend une question et puis qu'on arrive à utiliser les outils qu'on a développés par ailleurs et à se dire bah, tiens, ça pourrait servir pour répondre aussi à ces questions-là. Et donc, la question dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc effectivement l'importance d'étudier le cycle des déchets plastiques sur le Rhône, et notamment leurs sources, comment ils arrivent depuis le fleuve et qu'ils arrivent à la mer. Et on a effectivement, on sait que les fleuves véhiculent les déchets plastiques jusqu'à la mer, et on a besoin d'acquérir des connaissances. On ne sait pas trop quelle quantité, quelles sont les caractéristiques de ces déchets. C'est des micros, c'est des macros, ils ont quelle taille, c'est quel type de plastique, quelles sont les sources principales, où est-ce qu'ils vont s'accumuler, et puis les facteurs qui les influencent. Alors aujourd'hui, je ne vais pas répondre à toutes ces questions, je vais juste vous raconter comment on s'y prend pour aller répondre à ces questions-là. Enfin, comment je m'y suis pris, parce qu'il y a plein de gens qui s'y prennent de tas de façons différentes. Et donc, comme je l'ai écrit ici, il y a effectivement beaucoup d'initiatives en ce moment, beaucoup de chercheurs de différents instituts qui étudient partout dans le monde les micros et aussi les macroplastiques. Et les méthodologies, elles sont très disparates. Si on ne mesure pas de la même façon et qu'on ne mesure pas la même chose, ben on va avoir des résultats qui seront divergents. Alors au début, c'est pas très grave parce que c'est bien d'avoir des ordres de grandeur, mais petit à petit, il faut essayer de converger et puis pour pouvoir comparer ce qu'on mesure dans un fleuve, dans un autre, ou dans un pays, dans un autre, ou sur deux bassins versants différents, par exemple. Et donc, moi, je me suis servi d'un outil que j'ai développé, pas toute seule bien sûr, qui est le réseau de mesure de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Donc ici, on a un réseau de surveillance qui a été développé depuis 2010, sur tout le continuum fluvial entre le lac Léman et jusqu'à la mer Méditerranée. On a développé ce réseau pour mesurer les flux de matière en suspension, c'est-à-dire les particules qui sont dans le fleuve, et les contaminants chimiques associés. Et donc on a notamment, j'ai mis la carte ici, une station permanente à Arles, on en a une aussi à l'amont de Lyon, à Ajon, et puis on a pas mal de stations tout du long qui mesurent tout ce qui arrive par les différents affluents. Et donc on a sur tout ce système-là implémenté des méthodes de prélèvement pour aller mesurer les matières en suspension pour la mesure des polluants chimiques. Et vous voyez ici juste un exemple de ces dispositifs qui est à droite, c'est un piège à particules. Et donc, c'est des dispositifs qu'on met dans la rivière. Puis on collecte les particules que vous voyez en bas à droite. On le laisse 15 jours à un mois. Et puis, l'eau circule à travers ces pièges, décante. Et puis, on peut mesurer, rapatrier, récolter ces particules et les emmener au laboratoire pour analyser les contaminants. Et donc, on s'est posé la question en se disant, tiens, toutes nos stations, elles sont déjà équipées, on les suit, est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer les microplastiques à l'aide de ces dispositifs-là ? Donc je suis allée chercher des chercheurs de différents laboratoires et pour savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on mesure les microplastiques et qu'est-ce qui est pratiqué. Et en fait, il y a plein de méthodes de prélèvement pour les microplastiques. Alors là, c'est les exemples dans le projet, le petit projet que je coordonne. C'est pas tout ce qui existe, mais c'est quand même assez exhaustif. Donc on peut effectivement, là c'était notre idée en bas à gauche là, de prendre un piège à particules, de se dire utilisant ceux qu'on a déjà, qui existent. On peut utiliser des centrifugeuses. Alors vous avez le dessin ici d'une centrifugeuse fixe, et puis il y en a une ici qui est mobile et qui est sur une remorque. Et donc, on pompe l'eau et puis on la fait centrifuger et là, on récolte les particules et là, on se dit peut-être que ça peut marcher aussi pour les plastiques. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et puis, il y a différentes sortes de filets. Le premier, c'est le filet Manta, donc 300 microns. Ici, c'est le filet qui vient du milieu marin. Et on s'est aperçu, là on est dans le Rhône, à Arles, c'était pas super pratique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courant, puis c'était beaucoup trop grand, enfin c'est pas très commode. Et puis un collègue qui vient plutôt des lacs, de laboratoire d'Editem, lui il a développé un petit filet de 50 microns qu'il a mis sur un petit drone aquatique. Et puis ça marchait vraiment très très bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courant, mais on se doute bien qu'en crue, son truc il va être emporté, ça va pas marcher.
Et puis, il y a des systèmes participatifs. Ici, c'est le Babyleg, donc c'est un collant d'enfant, un petit collant qui est mis sur un système vraiment homemade. Et là, ça coûte rien du tout. Et vous voyez, c'était assez sympa, il faisait super beau. C'était au mois de février, on était très très bien. Et puis, on peut prélever de l'eau dans un seau, on peut la pomper directement ici, et puis l'envoyer directement dans une chaussette à 50 microns, et puis on récolte. Voilà. Donc il y a plein de méthodes différentes. On est allé à Arles, on y était le 8 février, il faisait très beau, on a eu de la chance. Il n'y avait pas beaucoup de particules dans l'eau, et puis on a mis en place ici à la station d'Arles la centrifugeuse. Ici, vous voyez les échantillons qui sont ramassés. Ici, c'est la centrifugation continue et les échantillons de sédiments, et puis il y avait le petit filet ici qui est très séduisant et qui marche plutôt bien. Après, juste un petit... on regarde quand même ce qui se passe au laboratoire. Alors, je ne vais pas tout vous raconter en détail, mais c'est juste pour dire que les échantillons, ils sont ramenés dans des flacons, on les lyophilise, on les sèche, et puis après, il y a des tas d'étapes qui sont aussi très variables et qui sont différentes dans tous les laboratoires. Et on a essayé de dépioter ça et d'uniformiser et de voir comment faisaient les chercheurs qu'on avait dans l'équipe. Dans plusieurs équipes, j'ai dit dans plusieurs laboratoires pour comparer. Et puis, en gros, on extrait, on met sur des filtres, et puis après, on regarde ça avec des méthodes qui sont des méthodes d'infrarouge, micro-infrarouge, par imagerie. Et puis, on va compter et puis caractériser les plastiques. Et il y a plein de sources d'erreurs de partout. Quand on travaille sur les plastiques, il ne faut pas utiliser de plastique. Et dans les laboratoires, du plastique, il y en a partout. Et donc ça, c'est juste une image qui vous présente que quand on se pose la question sur quel contaminant on va regarder, puis comment on va s'y prendre, eh ben, à l'amont, on se pose les questions, peut-être que les pratiques qu'on a pour certains contaminants, ça va pas du tout marcher. Moi, je suis spécialiste des métaux, on utilise beaucoup de plastique. Non, là, le labo, c'est une catastrophe quand on contamine tout. Et donc ça, c'est l'exemple d'un autre laboratoire partenaire, le NTPE, et c'est leur placard à verrerie qui ressemble beaucoup à ce qui se fait dans le domaine des contaminants organiques. On prend des précautions très particulières. Voilà. La suite, ça sera l'année prochaine, parce que pour l'instant, on n'a pas tous les résultats. Et puis, pareil, je n'ai pas raconté mon parcours, mais j'aurais plaisir de vous en dire un peu plus et de répondre à vos questions juste après, dans les speed dating. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'était les sciences naturelles. Au départ, c'était ça que j'aimais beaucoup. Et c'est parce que j'avais, comme souvent, une professeure, quand j'étais en 6e, 5e, ou un professeur, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je me rappelle de ce qu'on faisait. Et j'avais la chance, j'étais à Paris, j'avais la chance d'être dans un collège, un lycée-collège où il y avait un parc. Et donc, on allait beaucoup dans le parc pour observer la nature, prendre des feuilles, etc. Et donc, récemment, il n'y a pas très très longtemps, je suis retombée j'ai pas gardé grand-chose de mes années d'école, mais j'ai gardé 3 cahiers et un classeur. Et c'est tous des sciences naturelles. 6e, 5e et 3e. Et donc, c'était, voilà. Donc, une passion, c'est toujours là. Et alors après, pourquoi je suis devenue chimiste, parce que maintenant, je travaille dans le domaine de la chimie. Donc, je suis allée alors oui, et l'autre truc que je savais, parce qu'il y a ce qu'on aime faire, les maths, et puis il y a ce qu'a pas dit la collègue, le contexte, quoi. Dans quel contexte on aime travailler. Et donc, moi, peut-être je ne suis pas très bien tombée, mais au lycée, je m'ennuyais un peu. Et c'était trop cadré, j'aimais pas ça. Et donc mes parents avaient fait des études supérieures, et donc il fallait que j'aille en classe préparatoire. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Hein. Et donc moi, il n'en était pas question, quoi. C'était même pas... M'imaginer dans un lycée, c'était pas possible, parce que les classes préparatoires... Enfin maintenant, il y a plus de choix, mais heureusement. Mais en tout cas, les classes de préparatoire. Donc j'ai dit, non, pas lycée. Et puis après... il y a quand même l'influence familiale, donc j'ai aimé les sciences naturelles, j'aimais la biologie, et puis j'avais une grand-mère que j'aimais beaucoup, et qui avait fait médecine, mais qui s'était arrêtée tôt parce qu'elle s'était mariée, elle avait eu, ma tante, un enfant très tôt, donc elle avait arrêté médecine. Et donc ma sœur aînée devait être médecin, mais elle, les maths, c'était 0, donc médecin non. Je devais être médecin, c'est ma petite sœur qui est devenue médecin. Et donc, moi, j'ai fait une année de médecine. Pas pour être médecin, mais parce que j'aimais la biologie et je m'étais dit, je vais faire de la biologie humaine en recherche, parce que j'étais curieuse, j'aimais
voilà, ce côté. Et j'aimais la recherche, quoi. Et donc j'ai dit, je vais faire la biologie humaine et donc je vais faire médecine. Et heureusement, j'avais une formation en médecine où il y avait déjà des matières de médecine. Donc par exemple, il y avait de l'histologie, il y avait de l'anatomie. Et je me suis rendu compte que l'homme, mais ça m'intéressait pas du tout. Pas du tout. J'aimais pas ça, quoi. Donc, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis retournée à l'université. À ce moment-là, il n'y avait pas Internet. Enfin, il fallait aller à l'université. Et je me revois encore dans une salle où il y avait des panneaux. C'est une salle d'orientation à l'université. J'étais à Paris 7, quoi. Et je revois la salle. Je dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? J'aime les sciences naturelles, donc je vais faire, ça s'appelait un DUG, enfin, comme une licence aujourd'hui, sciences de la nature et de la vie. Mais il fallait choisir l'option où on voulait aller. Et puis, il y avait un panneau qui était, on pouvait faire une maîtrise des sciences et techniques en environnement. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, à partir de là, j'avais trouvé ma voie et je voulais faire de l'environnement. Et donc là, j'étais toujours en biologie. Vous noterez que j'étais toujours en biologie, donc j'ai commencé mes études. Et là, eh ben, comme souvent, encore une fois, j'ai rencontré un prof qui était prof de géochimie aquatique, de chimie aquatique. Et il était formidable, il était vraiment passionnant, j'adorais. Et lui, il étudiait le lac Pavin. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le lac Pavin en Auvergne? Le lac Pavin, ça... Non, 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 pas du Donc tout. le lac Pavin, c'est un très très beau lac, très très profond et très particulier, qui est en Auvergne. Et lui, un de ses sujets d'études favoris, qu'il nous racontait pendant les cours, en licence, eh ben, c'était sur la géochimie, sur la chimie aquatique dans le lac Pavin. Et voilà, moi j'avais les yeux qui brillaient, je trouvais ça formidable. Et donc je me suis orientée vers la chimie aquatique, qui est mon métier aujourd'hui. Finalement, c'est ce qu'on aime faire, c'est des rencontres, c'est une envie. Voilà. Mais ce qu'on aime, comme m'a dit une des intervenantes, ce qu'on aime faire, c'est vraiment très important. Je voulais être bilingue, c'était important pour moi. Donc, à l'époque, il y avait les questions de pollution. On parlait beaucoup des pluies acides. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, il y avait effectivement l'usage de la combustion en fait des automobiles, du transport, les usines. Ça crée effectivement des gaz toxiques à base de soufre. Et dans les pluies, ça faisait des pluies acides. Et donc, on parlait beaucoup de ça et beaucoup de ça au Canada. Alors, pourquoi au Canada? Parce qu'au Canada, il y a des sols qui sont granitiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pouvoir d'absorption de l'acidité. Dans une bouillarde, il y a du calcaire, d'accord? On met du vinaigre dessus, c'est de l'acide, et ça dissout. Voilà. Et ben, sur les sols dans la nature, c'est pareil. Quand on a des terrains où il y a des terrains et de la terre et des roches qui sont à base de calcaire, si jamais il y a de l'acide, l'acide, c'est pas un pH 2, mais on va avoir des pluies à pH 5. Si on se trouve dans un lac où c'est sédimentaire et puis il y a du calcaire, enfin des roches à base de calcaire, s'il y a un peu de pluie acide qui rentre, ça va être compensé. C'est un pouvoir tampon, ça s'appelle. Ça va être tamponné, quoi. Par contre, au Canada, c'est très granitique. Il n'y a pas du tout de calcaire. Donc, quand il y a de la pluie acide qui tombe, l'eau, elle est aussi très acide. Et donc, comme j'étais toujours dans la chimie aquatique, quand on a de l'eau acide, ça va dissoudre les métaux. Donc, on a des métaux toxiques, et notamment le mercure. Et la question qui se pose, c'est qu'après ce mercure, qui se dissout dans l'eau qui est un petit peu acide, eh ben, on va le retrouver dans les poissons. Et donc, il ne faut pas manger des poissons. Et c'est toxique, enfin, c'est vraiment toxique. Donc, je suis partie au Canada pour étudier ça. J'ai vécu là-bas pendant presque 5 ans, en fait. J'ai étudié, et puis après, j'ai fait un Master of Science. J'ai étudié, et puis après, eh ben, mes parents vieillissaient un peu. J'avais une fratrie, des frères et sœurs avec qui je m'entendais bien. Donc, j'ai décidé quand même de revenir en France. Parce que la famille, pour moi, c'est très important. Et puis j'ai cherché du travail à ce moment-là.